bonjour Julien Drey. Je vous ai demandé de venir ce matin. Ouais, c'est dur, hein. Oui, vous n'aimez pas vous lever tôt. Non, moi j'aime pas me lever tôt. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, mais bon, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Oui, on m'a dit ça longtemps. Bon, je vous ai demandé de venir pourquoi? Parce que vous êtes né à Oran en 1955. Exact. Dans l'Algérie qui était française à l'époque. À l'époque d'ailleurs où François Mitterrand souhaitait qu'elle le restât. Bon. Et puis après, il a changé d'avis sur ce sujet comme sur d'autres. J'ai parlé de guerre civile entre l'Algérie et la France. Bon. Est-ce que vous retenez ce terme qui perdure? Guerre civile aujourd'hui, c'est compliqué par rapport à ce qu'a été la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, en tant que telle, moi je l'ai vécue comme enfant. J'y ai même laissé 2 dents dans un mur à Oran. On a été plastiqué à l'époque. J'ai vécu les lynchages, les meurtres, les attentats. Voilà, c'était le sang qui coulait. Là, on ne peut pas dire que c'est le sang qui coule, là, c'est la politique qui... voilà. Alors, donc c'est pour ça que le terme guerre civile... Les guerres civiles larvées. Oui, alors c'est pour ça que j'ai bien vu que vous aviez mis le nom au larvé pour atténuer les choses. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas résolu Alors, est-ce que c'est nous qui portons une responsabilité, la France? Certainement, peut-être, mais les gouvernements algériens ont établi depuis 1962, et depuis le coup d'État de Boumedienne, pour être encore plus précis, une rente de situation qui fait que c'est toujours la faute à la France, c'est toujours la faute à la colonisation. Et moi, je vais vous donner mon témoignage, parce qu'après, on aura le débat. Je racontais, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé plus tard, parce que mes parents ils pensaient qu'on pouvait rester en Algérie, qu'on pouvait vivre ensemble, etc. Je suis arrivé en France en fin 65. Et je dis à ma maman, avec qui j'étais, je dis, mais t'as vu Paris, c'est sale, c'est pas propre. C'est triste. Et elle me dit, mais arrête. Je dis, maman, regarde comment c'est. Parce que moi, à Oran, c'était une ville d'une propreté exemplaire, avec les routes, parce que la France avait énormément investi. Et notamment dans une ville comme Oran, c'est une ville très moderne, des ascenseurs, des choses comme ça. Voilà. Donc il y avait un choc pour moi, qui était un choc d'un pays moderne, dans lequel je venais, paradoxalement, par rapport à un pays qui me paraissait un peu vieux. Et après, quand je suis devenu député, j'avais une suppléante dont le jeu consistait à m'envoyer une carte postale, parce qu'elle allait souvent en Algérie, et elle allait dans ma maison, elle me disait « c'est pas la peine que tu reviens, l'ascenseur ne marche toujours pas ». Non mais c'est intéressant ce que vous dites, et c'est bien aussi de le dire. Alors, je voulais vous faire écouter ce matin à 6h15 sur Europe 1. Laurent Tessier a une idée absolument très intéressante. Il a écouté la télévision algérienne ce week-end. Bon. Alors, qui écoute la télévision algérienne? Évidemment, les Algériens d'Algérie. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de Français d'origine algérienne qui écoutent cette télévision. Et s'ils entendent matin, midi et soir ce que vous allez entendre là, ben forcément, pour ces Français d'origine algérienne, ça crée un ressentiment, une rancœur, que sais-je, qui s'exerce contre la France. Parce que, évidemment, la mise en perspective est pour le moins partiale. Je vous propose d'écouter cette chronique de Laurent Tessier. Il était 6h15 ce matin et on en a repris 2 minutes. Comment les médias algériens parlent de la France en ce moment? Il y a par exemple la chaîne de télévision Canal Algérie. Le journal de samedi soir à 19h, la présentatrice lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'extrême droite française revancharde et haineuse mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. La présentatrice ne lit pas un paragraphe, non, elle lit tout le communiqué de 2 pages. La séquence dure à la télévision 2 minutes et 44 secondes. Dans la foulée, voilà ce qui est proposé dans le journal. Parlons à présent de l'une des pages les plus sombres et douloureuses du pays. On y trouve les crimes commis par la France coloniale en Algérie. À l'écran s'affichent ces mots: la colonisation française, un crime contre l'humanité. Cette musique que vous entendez anxiogène, des photos de cadavres, ces mots qui défilent: massacre, crime, sauvagerie, génocide, barbarie, famine, destruction massive. Un sujet qui dure 5 minutes à la télévision algérienne et diffusé aussi hier soir. Une émission aussi sur cette chaîne d'information en continu avec des invités en plateau. Hebdo Show Algéria, quelques sous-titres ce week-end. Surenchère et escalade, la France attise les feux de la haine. Stigmatisation, désinformation, racisme et diabolisation. L'extrême droite et les médias français s'acharnent contre l'Algérie. La France est inscrite dans un registre de complotisme et de conspirationnisme, notamment, où elle voit le mal partout. Qui serait à l'article de la mort et qui serait condamné ou emprisonné. Non, M. Sansal est ce qu'on appelle une procédure classique et sous contrôle judiciaire en vue d'un procès. Et on a de l'excès incroyable pour dire que c'est presque un martyr d'un régime. Des images sans le son de notre camarade Sonia Mabrouk sur le plateau de CNews avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur
l'ambassadeur de France en Algérie. Des images de Pascal Praud sur Europe 1 avec Plantu, de Dimitri Pavlenko, de Vincent Trémollet de Villers, des influenceurs défendus sur les plateaux télé, comme les propos de cette présentatrice, puis d'un influenceur sur une autre chaîne. Nous avons contacté ce soir ce qu'on appelle des influenceurs franco-algériens sur les réseaux sociaux et ils sont une sorte d'ambassadeurs numériques. Nous, Algériens, nous suivons notre gouvernement et nous suivons notre président dans ses prises de position. La France est-elle humiliée par l'Algérie? Vous avez la réponse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le même temps, depuis des années, on est sur un registre de repentance à expliquer que tout ce que nous avons fait en Algérie, c'était mal. Et de l'autre côté, en Algérie, ils expliquent que tout ce qu'a fait la France, c'était mal. Bon, pour le moment, j'ai dit que Vincent Hervouet, officiellement, il n'y avait pas de... la France n'a pas... ne menace pas l'Algérie officiellement, il ne se passe rien. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait arrêter les visas consulaires. Non, mais il y a un véritable concours l'épine dans la classe politique pour trouver les mesures de rétorsion les plus virulentes contre le régime algérien. Ça, oui, mais il n'y en a aucune qui est d'ailleurs, il y a un éventail qui est très très large, effectivement, de mesures... Il n'y a pas beaucoup de mesures économiques, mais il y a beaucoup de mesures diplomatiques, beaucoup de mesures politiques. Il y a un petit problème quand même, hein. C'est qu'avec l'Algérie, on a quand même la nécessité d'une coopération, au moins sur le plan sécuritaire. On ne va pas se brouiller avec un pays de plus qui est sur la ligne de front du terrorisme. Ça pose quand même une petite question. Mais c'est vrai que les Algériens, le régime algérien, est dans une surenchère permanente et cherche alors vraiment... On fait quoi, si on fait rien? Mais on fait quoi en fait? Il faut être très ferme, il faut être très clair, il faut savoir ce que l'on veut, et il faut savoir jusqu'à quel prix on est prêt à payer. Oui, mais répondez à ces questions. Ce que l'on veut. Répondez à ces questions, on veut quoi? Ce que l'on veut? Oui. On voudrait la libération de Boualem Sansal, c'est la première chose. Et puis on voudrait qu'il change de ton. On voudrait qu'on ait une coopération qui soit... C'est entendu, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Et on voudrait, ce qui à mon avis est d'ailleurs impossible à obtenir, aujourd'hui, on est dans une relation qui est très difficile, qui est difficile depuis longtemps, les efforts menés par Emmanuel Macron pour apaiser, pour normaliser, qui venaient à la suite de François Hollande, qui avait voulu lui aussi se réconcilier, en finir avec la brouille, comme si c'est juste un malentendu. Mais non, c'est pas un malentendu. C'est dans la logique interne du système, d'une part, et ils sont paranoïaques, donc le régime est paranoïaque, comme beaucoup de régimes autoritaires. Et donc, il croit vraiment les Il est cynique aussi. Il est aussi cynique. Il est paranoïaque un peu. Il est paranoïaque, mais il y a une forme de cynisme. Il y a une forme de calcul. Je connais un petit peu il y a un calcul. Je peux vous assurer que quand il parle de l'Algérie, quand il dénonce l'entité macrono-sioniste, c'est dément. Quand il explique que il y a en France beaucoup de nostalgiques de l'Algérie française. Personnellement, je ne connais pas un seul nostalgique actif de l'Algérie française. Non. En dehors, peut-être de Julien Drey, mais personne n'est nostalgique de l'Algérie française ici. Au contraire, tout le monde récite Colombey, les deux mosquées, tout le monde se souvient, donnerait Elisabeth Lévy. Moi, je voulais d'abord juste revenir sur votre terme très intéressant de guerre civile, parce que tout le problème est là. Ben oui. C'est qu'en fait, la séparation n'a pas eu lieu. Ben oui. Et non seulement... Non, elle n'a pas... Pardon. Elle n'a pas eu lieu non plus pour nous. Pourquoi, au moment où les Algériens piétinent les accords d'Évian, chassent les pieds noirs d'Algérie, ce qui était complètement contraire à ce qu'ils avaient signé. Et nous, en échange, et aussi parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, c'est vrai, nous les chouchoutons, nous leur donnons un statut dérogatoire. Et 2 mots sur les mesures. La première, c'est que les visas, c'est bien joli, mais ça veut dire qu'on doit exiger une suspension de Schengen, parce qu'on n'a pas la main sur les visas qu'on accorde pour la France. On peut en prendre un pour n'importe quel pays de l'Union européenne. Et le traité de 68, c'est aussi bien joli, mais c'est le domaine réservé du président. Quoi qu'il en soit, je rejoins Vincent sur une chose, et je vais même plus loin, il est temps de faire du Trump. Et l'idée de Xavier Driancourt, qui est une idée un peu farce, un peu vexatoire, qui est de dire, quand on est en Algérie, nous les diplomates, moi, pendant tout mon mandat, mon poste, j'ai pu aller à la plage 2 fois parce qu'il fallait demander des autorisations et des escortes. Et bien faisons la même chose pour les diplomates algériens. Vous allez voir comme ça va les amuser de ne pas pouvoir se déplacer. Bon, Julien Drey, vous qui avez été au cœur parfois du pouvoir, est-ce que seul le rapport de force compte? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une solution en prenant des mesures fortes contre l'Algérie?
Alors, je fais une correction. Mes parents, mon papa et ma maman, ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie, parce qu'ils pensaient, eux, qu'il pouvait y avoir une Algérie indépendante, laïque, pluriethnique, etc. Mais ils ont compris en 65 que les Juifs, fallait qu'ils partent. Voilà. Et le plus vite possible. Et d'ailleurs, il y a un échange que je vous proposerai tout à l'heure avec Sarah Knafo, qui est assez intéressant, parce que vraiment, c'est sur le fond, là. Ouais. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas, ça peut arriver ici. Et Sarah Knafo vous dit, mais vous n'avez pas tenu, vous ne tirez pas les conséquences de ce qui s'est passé là-bas pour les adapter ici. Si, moi je pense que, après, bon, ça c'est autre chose. Avec l'Algérie, avec le gouvernement algérien, parce qu'il faut quand même distinguer les choses, c'est la fermeté qui compte. S'ils n'ont pas, ça fait 50 ans que chaque fois ça a marché. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'à chaque fois qu'ils commencent à faire des menaces en disant, et le terrorisme, et pas la dernière arme qu'ils utilisent en privé, c'est-à-dire on va suspendre la coopération, on va plus vous donner les informations, qu'à chaque fois les gouvernements ont reculé. Voilà. C'est-à-dire qu'au début c'est une velléité de dire cette fois-ci c'est la dernière fois, mais on recule. La fermeté est importante, mais dans la fermeté il y a quelques petites choses sur lesquelles il faut être intransigeant. La libération de Oualem Sansam, c'est innégociable. Mais la libération aussi de beaucoup d'opposants politiques. Parce qu'on a fermé les yeux, nous, pendant les émeutes populaires en Algérie. On a laissé le pouvoir réprimer, enfermer. Oui, et je pense, parce que c'est là où ça va faire mal, si vous me permettez, je pense à tout le peuple kabyle. Parce que là, en Algérie, il y a un problème. C'est que le gouvernement algérien est un des gouvernements qui opprime le peuple kabyle. Bien sûr. Voilà. Et là, il faut nous aussi commencer à dire, puisque vous voulez vous mêler tout, alors on peut aussi se mêler de ça, nous. Mais il y a beaucoup de personnalités françaises issues de l'Algérie. On ne les entend pas. Oui, il y en a beaucoup. Je regardais hier le nombre de Français d'origine algérienne qui pourraient être des leaders d'opinion. C'est ça qui me sidère tout le temps. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre secteur du monde, vous auriez des gens qui parleraient, et là, tout le monde se tait. Enfin, pourquoi vous l'avez dit, une partie est favorable à ce discours, une partie les relaie. Je crois pas. Une partie, si, bien sûr que si. Je crois pas. Honnêtement, il y a deux choses. Mais ne soyez pas naïfs. Il y a d'abord un complexe de supériorité français qui fait que on ne voulait pas saquer les Algériens quand ils donnaient des coups de pied dans la porte. On ne voulait pas faire du donnant-donnant. On estimait que avec l'Algérie, on pouvait être complaisant parce qu'on avait un petit sentiment de supériorité, notamment de la diplomatie française. Et de culpabilité, ça c'est autre chose. La deuxième chose, alors moi c'est ça qui m'a beaucoup frappé en étudiant les choses un peu de près, à un certain moment, c'est l'influence invraisemblable d'un certain nombre de réseaux pro-algériens en France. Et je crois que c'est le seul pays avec lequel on a des relations bilatérales qui est ainsi laissé prospérer, je veux dire, on dirait que le réseau des porteurs de valises a prospéré. Oui, mais alors là, je pense que les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Eh bien, je vais vous dire, quel réseau Je vous invite à regarder, par exemple, sur les réseaux sociaux, les courriers des lecteurs ou des auditeurs. Et vous remarquerez qu'il y a toute une série de propagandistes qui reprennent exactement mot pour mot les thèmes donnés par Alger. Vous avez des trolls. Vous avez des agents d'influence dans les médias, dans le monde politique. Et M. Stora, vous le mettez dans quelle catégorie ? Pardon ? M. Stora, vous le mettez dans quelle catégorie ? Hors cadre. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un. Pardonnez-moi, je repose là aussi la question à Julien Drey, parce que c'est quelqu'un qui est le. Oui, c'est une bonne question. Mais bien sûr que c'est une bonne question, parce que c'est lui. C'est lui qui est le qui est le monsieur Algérie. Pour l'État français, pour les institutions françaises, et qui est chargé de nous dire ce que nous devons penser sur cette période-là. Donc vous le mettez dans quel cadre, Monsieur Stora, Benjamin Stora ? Non, il a d'abord été un historien de qualité qui est revenu dessus. Il a longtemps pensé, je crois, c'était sa démarche, que le processus de réconciliation passait par ce travail historique qu'il a fait, et il a été amené à, je dirais non pas à rompre, mais en tous les cas à prendre toutes ses distances avec le régime actuel, et il n'est pas tendre sur les... Bon, Georges Fenech qui n'a pas parlé. Systématiquement anti-français quand il regarde le passé. C'est un historien couronné, c'est un académicien, mais vraiment, il est écrasé d'honneur, de responsabilité, il a une carrière en première classe.
Mais franchement, soyez un peu plus charitable. Georges Fenech, mais avant je salue notre ami Alexandre Arcadi qui est en train de nous regarder et qui dit il ne faut pas confondre les politiques et le peuple en Algérie. Je peux porter témoignage sur la réaction du public face à mes films sur l'Algérie d'hier. Énormément de jeunes Algériens me remercient de leur donner à voir une part de leur histoire qu'ils ne connaissent pas. Il faut être ferme avec les gouvernements et remettre en perspective notre histoire commune. Alexandre Arcadi. Il y a les deux. Oui, mais parce que vous êtes de la même génération. Je ne suis pas étonné que vous pensiez comme Alexandre Arcadi. Je vais vous raconter une anecdote. Mais aujourd'hui, les gosses de 20 ans, je ne suis pas sûr qu'ils soient sur votre ligne là toujours. 2 secondes, je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fondé SOS Racisme, on voulait faire une délégation en Algérie. Et j'ai été convoqué par l'ambassadeur d'Algérie, qui m'a dit c'est formidable ce que vous faites, SOS Racisme, etc. Mais il ne faut pas toucher aux Algériens. Et vous ne vous occupez pas des jeunes Algériens. Et alors surtout, pas de conflit avec l'amicale des Algériens. Je dis attendez, non, vous êtes en train de me dire quoi? Puis non, ça c'est notre domaine et vous n'avez pas à vous en occuper. Je dis ah non, on n'est pas d'accord. Puis non, mais ce que vous faites c'est formidable. D'ailleurs, vous avez un journal? Je dis oui, j'ai un journal. Ben, vous savez, on est prêt à vous soutenir, on va acheter beaucoup d'exemplaires de votre journal. Je dis donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous allez acheter beaucoup d'exemplaires de mon journal pour que je ne m'occupe pas des jeunes Algériens. Résultat, j'ai jamais pu remettre les pieds en Algérie. Mais pourquoi il voulait pas que vous vous occupiez des jeunes Algériens? Parce que c'était son influence. L'amicale des Algériens à l'époque était extrêmement puissante dans un certain nombre de quartiers. Genre, je peux en témoigner. Ouais. C'était même un régulateur. Et donc les pouvoirs publics passaient par l'amicale pour obtenir ça. Et puis après, derrière, il y avait tous les jeunes. Ils vous regardaient leur instrument de puissance sur le territoire. Georges qui n'a pas parlé. Oui, moi, je ne parlerai pas, comme vous l'avez fait, de guerre civile, pas même larvée. Mais ce que je constate, c'est que la page n'est pas tournée. Oui. Vous voyez, non, merci Georges. Non, mais moi je le vis. Non, mais merci. Je viens de la... Si vous permettez. Je suis d'accord avec vous, mais... mon sentiment. Oui, mais la page n'est pas tournée. Ça me touche personnellement. Je pense à mon père. Oui. Je pense à mon grand-père. Je pense à nos tombes. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, voyez-vous. Et tout ce qui est en train de se passer ravive cette mémoire douloureuse. Je rappelle que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu quelques 30 000 de nos jeunes appelés qui sont morts là-bas. Il y a eu des centaines de milliers d'Algériens qui sont morts aussi. On n'arrive pas à tourner cette page. Et c'est dramatique, parce que vous avez à juste titre passé ces extraits de la télévision algérienne, vous avez beaucoup de nos compatriotes qui sont issus d'Algérie, qui sont d'origine algérienne, et qui refusent l'intégration dans notre pays, il faut le dire. Il faut le dire. Si on a créé SOS Racisme, c'est pas pour rien, à une certaine époque. Pourquoi vous dites on? Vous étiez avec... Mais moi, je viens de Tunisie. Bon, mais vous étiez à SOS Racisme à l'époque, vous dites on? Bah non. Non, la France. Ah d'accord. Les associations. François Mitterrand et Julien Noël. J'ai combattu tout le régime. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention. J'entends bien. À ne pas continuer l'escalade. Alors, j'entends bien. Je voulais simplement parce que tout est parti de cet influenceur qui est. D'abord, le mot influenceur, faut l'enlever. C'est pas un influenceur, c'est un prêcheur de haine. Oui. Donc tous les mots ont un sens. C'est pas un influenceur. Donc c'est un prêcheur. Ouais. Alors c'est un prêcheur. Donc ce monsieur Doualem, explication juridique parce qu'aujourd'hui il est donc dans un centre de rétention administrative. Et je vous propose d'écouter l'explication juridique de notre ami Tanguy Hamon. L'influenceur algérien Boualem Naman, de son vrai nom, est placé en rétention administrative pour 28 jours supplémentaires. À la fin de ce délai, une autre prolongation pourra être appliquée. Aucune anomalie concernant la procédure n'a été relevée par le juge des libertés et de la détention. Le motif de risque de trouble à l'ordre public a lui été retenu, ainsi que celui d'urgence absolue. Le juge a également écarter l'idée d'une assignation à résidence. Boualem Naman va donc rester en rétention jusqu'à sa prochaine expulsion ou possiblement jusqu'à son procès qui doit se tenir à la fin du mois de février. Il va être jugé pour provocation publique et directe à un crime ou un délit. Il avait publié une vidéo où il demandait à s'en prendre sévèrement à un opposant au régime algérien. Boualem Naman a pris la parole lors de l'audience. Il s'est excusé pour ses propos, mais il s'est dit extrêmement choqué par tout ce qui lui arrive et ce qu'il se passe autour de lui. Écoutez Marine Tondelier qui a parlé de provocation du ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau. Ces influenceurs, oui, sont dans la provocation, c'est ce qui les caractérise, mais Bruno Retailleau aussi dans la provocation. Et ça, il faut le dire. C'est plus que de la provocation, c'est des appels à la haine. Oui, mais ce que fait Monsieur Retailleau, c'est contraire à l'état de droit. D'expulser des gens dont un procès est prévu le 14 février, sans attendre leur procès, excusez-moi, c'est un symbole de l'extrême droite au pouvoir. Quand vous avez un ressortissant d'un pays, que vous voulez le renvoyer dans son pays, bah ça se fait avec l'accord du pays. C'est pas des colis la redoute, les gens.
Je suis sûr, il y a des gens qui ont pris dans ce pays un pouvoir médiatique qui est sans rapport avec ce qu'il pèse en termes d'élections. Madame Tondelier, effectivement, est dans ce cas-là. Visiblement, il n'y a pas qu'à la télé algérienne qu'on lit le communiqué des autorités algériennes. En France aussi, visiblement. Thomas Hill, à 9h22, parce que je ne veux pas être en retard.